Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête des hommes. Je m'appelle Arwa Barkala et dans cet épisode, nous allons débattre du documentaire audio que vous venez d'écouter sur les blessures invisibles de la guerre au Libéria et comment la masculinité toxique a contribué à ravager le pays entré en conflit entre 1989 et 2003. Pour ce faire, je reçois la journaliste reporter et réalisatrice de la République démocratique du Congo, Maud Salomé Ekila. Basée à Kinshasa, elle est aujourd'hui en direct de Bukavu. Elle est chargée de communication pour le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Ses activités se concentrent sur la lutte contre les violences sexuelles en zone de conflit, contre l'impunité et contre la justice sociale en RD Congo. Bonjour à vous. Je reçois aussi l'ancien militaire français Sylvain Favière, auteur du livre « Ma blessure de guerre invisible ». Sylvain était en service depuis 14 ans et en mission en Afghanistan lorsqu'il a réalisé qu'il était lui aussi un blessé de guerre, mais au niveau psychique et psychologique. Il définit ainsi sa blessure dans son livre « Le corps n'oubliant jamais ses mots, il faut apprendre à vivre avec ce souvenir parfois douloureux et aller de l'avant toujours ». Bienvenue à tous les deux, c'est parti. Alors Sylvain Favière, il n'est pas rare que les soldats revenant de la guerre souffrent d'épisodes de stress post-traumatique. C'est un phénomène documenté dans diverses cultures et cela a été enregistré depuis les Premières Guerres mondiales. Comment avez-vous réalisé que vous souffriez d'un stress post-traumatique lié à vos expériences en zone de conflit ? En fait, très rapidement après le retour de ma dernière mission en Afghanistan, j'ai eu quelques symptômes qui étaient notamment l'hyper-irritabilité et l'hypersensibilité qui se manifestaient par des larmoiements. Et c'est mon épouse qui, à l'époque, a tiré la sonnette d'alarme pour dire quelque chose ne va pas en toi. D'accord. Et ça, c'était du coup en quelle année ? C'était en 2008, dans le mois qui a suivi mon retour de mission. En tant que militaire, j'imagine qu'on vous prépare à beaucoup de choses dans l'armée française, mais est-ce qu'on vous prépare à faire face à ce genre de blessures de guerre invisibles ? Oui, de deux manières. La première, c'est le colonel qui commandait mon détachement, qui nous avait tous prévenus en nous disant attention, au retour, pour certains, ça risque d'être peut-être difficile psychologiquement. Et d'autre part, en qualité d'infirmier des armées, je faisais des informations aux soldats qui partaient sur tout type de mission sur les risques d'un stress post-traumatique. Est-ce que malgré toutes ces préventions, est-ce qu'il vous est arrivé de constater qu'il y a toujours une exception, il y a toujours quelque chose de peut-être plus violent ? En fait, est-ce qu'à chaque individu, son syndrome Il y a post-traumatique ? comme plusieurs degrés de stress post-traumatique. Les individus sont constitués de manière différente et il y en a pour qui les symptômes vont être plus importants et il y en a pour qui la détresse ou la souffrance psychologique est plus importante que d'autres. Pour ma part, j'estime avoir eu une souffrance assez modérée et donc du coup, c'est comme ça que j'ai pu, entre guillemets, apprivoiser cette blessure psychologique. Maud Salomé Ekila, à quoi ressemble une blessure de guerre invisible pour la société civile ? Quels sont les épisodes de stress post-traumatique que vous pouvez rencontrer dans les zones de conflit où vous avez travaillé ? Alors, moi particulièrement, je vais pouvoir m'exprimer par rapport aux survivantes de violences sexuelles et aux survivants d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont vécu ce viol utilisé comme arme de guerre. Et c'est vrai que sont des blessures donc qui sont effectivement physiques, qui sont visibles, et puis il y a toutes les blessures derrière qui vont poursuivre la personne dans toute sa vie. Et c'est vrai que notre prise en charge ici à l'hôpital de Panzi avec la fondation Panzi, c'est une prise en charge qui est forcément globale parce qu'on se rend bien compte que ça va pas suffire de soigner donc des blessures qui vont être uniquement physiques, parce que c'est du viol avec extrême violence. C'est une arme de guerre qui est vraiment utilisée pour détruire parfois l'appareil génital féminin, pour détruire physiquement et bien sûr mentalement la personne. Mais on se rend compte quand même que il y a des personnes qui peuvent être violées, il y a des personnes qui sont violées partout, dans toutes les classes sociales, dans tous les pays du monde. Mais ce viol avec extrême violence, on sent quand même une volonté assez particulière de détruire, d'humilier. Et en plus ça se passe devant les membres de la famille. Je dirais à cette question, cette blessure invisible, elle perdure dans le temps, elle doit être prise en charge, elle est jamais oubliée évidemment, j'imagine.
nous, on concentre particulièrement ce travail ce travail de mémoire, en fait. Sylvain Favière, étant donné que dans l'armée, vous devez souvent mettre de côté vos faiblesses, est-ce qu'il est difficile de parler ouvertement du fait que vous souffrez de stress post-traumatique ? Le milieu militaire, je pense, dans toutes les armées du monde, est un milieu assez machiste. Nous sommes des hommes et on ne doit pas faillir, on ne doit pas montrer nos faiblesses, encore plus quand on est soldat et qu'on commande ou non des hommes. Il faut se montrer fort. La parole s'est libérée un peu autour de ce sujet. Alors, ce sont les Américains les premiers qui se sont manifestés avec le retour de leur guerre du Vietnam. Et en France, c'était pas encore très démocratisé. J'y ai un peu participé par notamment la sortie de mon livre, de mon témoignage, et en faisant quelques plateaux télé, parce que très vite j'ai été sollicité par des journalistes pour parler de ce grand mal qui touche notamment les soldats français, parce que c'est ce qui m'intéressait, quoi. Et est-ce qu'il est plus facile pour les femmes soldats que pour les hommes soldats de partager ce genre de traumatisme ? C'est un trouble très individuel. Il y en a qui vont en parler très très tard. L'armée française a mis beaucoup de choses en place. Il y a des psychologues dans les unités très proches, des sas de décompression, mais ça reste très individuel. Il y a plus d'hommes que de femmes à l'armée. Il y a plus d'hommes combattants au contact que de femmes aussi. Du coup, il y a plus d'hommes à se manifester, mais les femmes qui sont ou qui seraient touchées par ça, elles n'en parleraient pas forcément mieux. Ou alors elle s'adresserait peut-être pas à l'institution, je sais pas. Non, je crois que l'institution est très ouverte à ça maintenant. On fait très. Après, il y en a qui font le choix de la voie civile. J'en ai connu dans les premières déclarations, en tout cas, il y en a quelques-uns qui n'osaient pas. Mais maintenant, c'est très démocratisé. Et puis, on est dans un monde moderne où on arrive quand même un peu plus facilement à parler des choses qui sont compliquées. Maud Salomé Ekila, est-ce qu'il est difficile de reconnaître que des années après la fin d'une guerre, une communauté peut encore être appesantie sur sa santé mentale au niveau des blessures invisibles ? Oui, tout à fait. On a différents modes de thérapie, en fait, qui sont mis en place. Comme on est une société qui grandit beaucoup avec la musique, avec la danse, avec l'art, en fait, comme moyen d'expression de tous les jours, on a développé vraiment assez fort, justement, ces thérapies par la dansothérapie, la musicothérapie. Et donc, c'est vrai que c'est des programmes où on se rend compte, ça fait un petit peu... on a des femmes qui sont très renfermées sur elles-mêmes. Et puis, dès qu'elles arrivent dans ces thérapies par la danse, par exemple, elles laissent leur corps s'exprimer et il y a à un moment donné, comme un bouchon de champagne qui explose, il y a toutes ces émotions qui sortent d'un seul coup. Par exemple, avec la musicothérapie, on fait des programmes où on leur propose d'écrire des paroles de chansons, etc. On leur propose de la musique derrière et elles vont vraiment enregistrer. On a tout un studio d'enregistrement professionnel et on enregistre en fait des albums de musique. Donc elles s'expriment comme elles veulent, ça peut être juste un mot qu'elles disent à répétition, ça peut être des phrases, ça peut être des poèmes, ça va un peu dans tous les sens. En tout cas, on laisse vraiment les personnes s'exprimer et les résultats sont assez incroyables. La dansothérapie, c'est la même chose, c'est vraiment tout ce rapport au corps, le faire bouger, etc., même par rapport au traumatisme qui a été vécu. Par rapport à une thérapie comme on peut en trouver en Occident, les résultats sont assez incroyables. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir aussi proposer des solutions qui sont adaptées. Le viol utilisé comme arme de guerre, c'est dans le monde entier. On va en trouver en Colombie, au Kosovo, au Bangladesh. Il y a vraiment plein de pays qui ont une histoire comme ça avec le viol utilisé comme arme de guerre. Mais je crois que quand on veut le soigner, quand on veut prendre en charge, il faut vraiment tenir compte des spécificités aussi culturelles. Et je veux revenir sur ce que Sylvain disait tout à l'heure. Sans doute que au niveau de cette libération de la parole, c'est arrivé après la guerre du Vietnam au niveau des États-Unis et peut-être un petit peu après en France. Mais ce que je tenais à dire, c'est que nous, on a eu avec la colonisation, les différents cycles de colonisation qu'il y a eu sur le continent, on a eu vraiment en fait une rupture avec ce mode de fonctionnement qui nous était propre, nous, avec nos sociétés africaines. La libération de la parole chez les Bantous, par exemple, c'est extrêmement important. Et on a eu une rupture avec ça, puisqu'on a tous nos codes qui ont été complètement détruits et qui ont été parfois totalement inversés.
avec le patriarcat, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde le mode de fonctionnement des sociétés bantoues, en particulier, je vais parler de ça parce que c'est ce qui concerne la région dans laquelle moi je suis. C'était très important, plus ou moins une fois par an. Bien sûr, on n'avait pas le calendrier grégorien, mais plus ou moins une fois par an, les gens se réunissaient sur la place publique pour parler ensemble de tous les maux qui venaient de se passer pendant l'année écoulée. Ça pouvait être du viol, de l'inceste, ça pouvait être des meurtres, etc. Et c'était très important que toute la communauté, en fait, pour se réparer ensemble, puisqu'il faut toujours des réparations, certes individuelles, mais surtout collectives, surtout dans ce cas-ci, quand on parle de viol qui ont un impact direct sur la famille, sur la communauté, etc. C'était vraiment très important de pouvoir exprimer ces mots en public devant la communauté pour s'excuser, pour passer à autre chose, pour tourner vraiment une page. Et je crois que toutes ces façons de faire ont été complètement annihilées en fait chez nous avec l'arrivée du patriarcat, du christianisme, etc. Et donc la parole a été un peu muselée. C'est le silence, c'est les secrets de famille qui ont commencé à devenir coutume chez nous. On n'a plus cette habitude de dire la vérité, on n'a plus cette habitude de dire des choses qui nous ont blessés, qui ont détruit notre vie. Et or c'est primordial. C'est la fin de la première partie de cet épisode de débat. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de notre conversation sur les blessures invisibles de la guerre avec la journaliste Maud Salomé-Ekila et l'ancien militaire français Sylvain Favière. Si vous ne connaissez pas Dans la tête des hommes, vous pouvez écouter nos épisodes sur les Abatanga Mucho qui s'élèvent contre les violences domestiques au Burundi, sur la communauté gay au Sénégal, sur les mineurs traumatisés du Lesotho et les héros déchus de Guinée. À la production, moi-même, Arwa Barkala à Dakar au Sénégal, Martha Rodriguez-Martinez, Naira Davlachian, Nilo Montalto Monella sont basés à Lyon en France, Laurie Martinez à Paris en France également et Klidza Salah à Londres. Quant à Mampeya Dio, elle se trouvait à Nairobi au Kenya. Conception de la production, Studio Ochenta, le thème musical est de Gabriel Dalmasso, le rédacteur en chef est Yassir Khan. Retrouvez Dans la tête des hommes, une série originale et un podcast d'Euronews, également sur notre site internet fr.euronews.com pour découvrir des chroniques d'opinion, des vidéos et des articles sur le sujet. Suivez-nous également @euronews_fr sur Twitter et @euronews.tv sur Instagram. Notre podcast est disponible sur Castbox, Spotify, Apple et sur toutes vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé cet épisode en nous laissant un commentaire, 5 étoiles ou un petit cœur. Partagez avec nous vos propres histoires sur la façon dont vous avez changé et remis en question votre vision de ce que signifie être un homme en utilisant le hashtag Dans la tête des hommes. Si vous êtes anglophone, ce podcast existe également en anglais avec des invités différents et une autre conversation. Ça s'appelle Cry Like a Boy.